En outre, M. Bouèche, psychiatre militaire et ami du couple, remarquait les derniers temps la détresse et la souffrance secrète du magistrat. Et le médecin d'évoquer encore, à propos de Bernard Borel, un ensemble sémiologique cohérent, évocateur d'un état mélancolique. L'enquête affirme, par ailleurs, que cet ensemble de faits témoigne d'un état dépressif de Bernard Borel, peut-être à l'origine du zona diagnostiqué par les docteurs Roblin au mois d'octobre 1995. Et l'enquête de conclure sur ce chapitre par cette phrase, je cite, « Il est d'ailleurs permis de s'interroger sur l'éventualité de problèmes de santé qu'aurait pu rencontrer le défunt. » Fin de citation. L'attitude de Mme Elisabeth Borel est pour le moins étrange. Mme Offray, qui est son meilleur ami, rapporte les propos suivants tenus par Mme Borel à l'annonce de l'immolation de son époux. « Pourquoi as-tu voulu te punir ?» À la fin de l'année 2000, alors, la magistrate en charge du dossier s'apprête à rendre un non-lieu. L'affaire est relancée par un ancien officier de la garde présidentielle, M. Mohamed Salah Hussein, et remercié par son unité pour incompétence et comportement professionnel irresponsable. Il quitte le pays pour la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les déclarations faites par Alou Mekani ont été diverses, elles ont évolué, et qu'elles sont parfaitement extravagantes. Il n'est absolument pas question que les choses aient pu se passer comme il le dit. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les variations d'Alou Mekani, il parle, le décès de M. Borel a lieu au mois d'octobre 1995. Alou Mekani va partir de Djibouti et se réfugier en Belgique en 1998, en septembre 1998. Jusqu'au mois de février 1999, il est pourtant dans les milieux de l'opposition en Belgique. Il ne fait aucune déclaration concernant quelque chose qui était un secret extraordinaire pour lui. Si c'était vrai, si véritablement il savait qu'il s'agit d'un assassinat et s'il en connaît l'auteur ou le commanditaire, il est évident qu'il en aurait parlé autour de lui. M. Alou Mekani fait une demande pour obtenir un statut de réfugié politique en Belgique. Le 19 février 1999, le 19 février, on lui refuse ce statut. On lui communique, là, on notifie une décision des autorités belges lui indiquant qu'il n'a pas droit de réclamer un tel statut parce qu'il est rentré en Europe par la France et qu'il faut donc qu'il se retourne en France pour demander un tel statut. C'est ce jour-là que pour la première fois, dit-il, il parle à son avocat de l'affaire Borel en lui indiquant qu'il ne s'agit pas d'un suicide mais d'un assassinat. Son avocat va d'ailleurs faire des déclarations à la police judiciaire belge, non pas au mois de février, mais au mois de novembre 1999, le 19 novembre 1999, et il indique qu'il agit au nom d'un client dont il souhaite garder l'anonymat, et que selon son client, M. Borel ne se serait pas suicidé, mais aurait été assassiné, que le commanditaire de l'assassinat ne serait autre que l'actuel président de la République de Djibouti, et que l'auteur serait un sujet corse venu spécialement à Djibouti pour faire ce forfait. C'est une chose, déclaration invraisemblable, énorme, que nous allons bientôt entendre relayer dans la presse, puisque le 10 janvier et le 11 janvier 2000, M. Alou Mekani fait des déclarations au Figaro et au journal de Paris, le Parisien, pour indiquer que non pas une seule personne avait participé à ce meurtre, mais 5. Que ce jour-là, 5 personnes viennent à 14 heures, c'est-à-dire 7 heures après que tout Djibouti, ou 6 heures après que tout Djibouti ait su que M. Borel était mort. 5 personnes qui auraient participé à cet assassinat viennent dans 2 4x4 dans les jardins de la présidence de la République, rendre compte à l'ancien chef de cabinet, actuel président de la République, pour lui dire, ça y est, nous avons liquidé, en gros, le juge fouineur. D'après Alou Mekani, à ce moment-là, 3 des 5 sont connus de lui. Il y a, selon lui, selon ses dires, le colonel Madi, qui était son supérieur, le patron de la gendarmerie, celui-là même qui l'avait renvoyé de la gendarmerie. Il y avait, selon ses dires, le chef de la sécurité, M. Hassan Saïd. Et puis,
chose invraisemblable, Awale Guelleh, qui est donc la personne qui a été poursuivie et condamnée dans l'affaire du Café de Paris, et qui était à ce moment-là détenu à la prison de Gabod. Et puis, nous dit Alou Mekani à ce moment-là, à la presse, il y avait également 2 autres personnes dont j'ignore l'identité. Et puis, un mois plus tard, il se souvient de l'identité des 2 autres. Il s'agit de M. Adouani. Alors là également, coup de théâtre. M. Adouani, c'est l'auteur de l'attentat de l'Historine de 1987, détenu dans des conditions extrêmement strictes à la prison de Gabod, qui se serait également échappé pour commettre ce forfait. Et puis, arrive le 5e, M. Alain Romani, sujet corse, qui est à Djibouti, selon lui, à ce moment-là, et qui aurait commis ce forfait et qui serait venu rendre compte après. La chose extravagante également, c'est qu'il est un commerçant patron, le propriétaire de l'Historil, du fonds de commerce de l'Historil, dans lequel, justement, en 1987, Adouani avait posé une bombe, fait 15 morts, 45 blessés, enfin c'était un attentat considérable. Nous allons vous démontrer point par point que la thèse de l'assassinat avancée par Mohamed Salah Hussein est invraisemblable et ne repose sur aucune logique. Alain Romani est celui considéré comme le terroriste corse, ignoré par l'enquête de Canal+. Nous avons jugé utile de solliciter sa réaction. Eh bien moi, quand j'ai su que mon nom figurait dans une pseudo-réunion où j'aurais participé, soi-disant, à la présidence de la République, ça a été la stupéfaction, la colère et puis le dégoût. Pourquoi? Parce que colère, c'était le nom des Romani à Djibouti. Il a toujours été synonyme, notamment mon père, d'honnêteté, de travail, de droiture, et il est apprécié par les 2 communautés. Le dégoût, pourquoi? Parce que ce monsieur s'est permis de mettre mon nom au milieu de deux autres individus, desquels j'étais moi le premier la victime. Hein. Il ne faut pas oublier que le premier a fait l'attentat de l'Historil en 87. On aurait pu mourir, ma femme et mes enfants et moi. Et en 90, quand il y a eu l'attentat du Café de Paris avec le 2e, l'Historil a pris ce soir-là encore 2 grenades, dont une a été détruite par la cellule NEDEX de l'armée française. Alors pouvoir associer ce nom-là, mon nom, à ces gens-là, non, ça c'est pas supportable, ça. Voilà. Et où vous étiez entre le 18 et le 19 octobre, où vous étiez, monsieur Romani? Bien, moi, je me suis déjà expliqué devant Madame Morakini. Je suis sorti le 18 octobre de Djibouti. J'ai dû passer la PAF vers 23h15 ou 23h30 pour un décollage sur un vol Corsair à 1h du matin le 19 en direction de la Réunion, où j'ai dû arriver vers 6h30 du matin en heure locale. On atteste mes visas de sortie de la République de Djibouti, et je suis revenu à Djibouti le 26 par le même vol Corsair, puisque c'était une semaine. Le 26, je suis rentré à Djibouti la semaine d'après. Je me suis déjà expliqué, et heureusement que ce passeport a été retrouvé, n'était pas perdu. Comme je sortais souvent à l'époque de Djibouti, toutes les semaines, tous les mois, pour essayer de voir ma femme et mes enfants à l'île de la Réunion quand j'avais un vol qui passait, j'en ai profité. Voilà. D'après vous, l'accusateur, pourquoi il aurait mis votre nom? Est-ce que vous connaissez d'abord cet homme? Et pourquoi, d'après vous, il aurait associé votre nom dans cette affaire? Ben, je présume d'abord parce que je le connais très bien, oui, c'est quelqu'un à qui j'ai rendu plusieurs services, et d'ailleurs quand il était en Belgique à l'époque, il m'a appelé plusieurs fois en Corse pour demander soit de l'argent, soit de lui trouver un travail si je connaissais du monde. Et là, il a dû mettre mon nom, il a mis mon nom dedans, il l'a associé parce que peut-être que ça faisait bien de mettre un Corse dans ce genre de montage, ça devait, à ses yeux, peut-être crédibiliser plus ce mensonge, parce que plus le mensonge est lourd, plus il y a de chances de passer. Je pense qu'il a mis mon nom parce que je pense que parce que je suis corse, ça faisait un peu mieux là-dedans. Mais pareil, là, il a oublié de dire que ces deux personnes, j'en avais été des victimes, donc personne ne peut concevoir qu'on ait pu associer mon nom à ces gens-là, et que quand même les Romani étaient connus à Djibouti, pas pour ce genre d'opération, mais au contraire pour essayer d'arranger et d'aider les gens à droite à gauche, que ce soit moi, que ce soit mon père. Voilà. Dernière question, monsieur Romani, quelle suite judiciaire vous pourriez donner à cette accusation? Monsieur, moi j'ai déjà déposé une plainte auprès du juge Touvenot en mars 2001
au palais de justice de Paris, qui est une plainte en dénonciation calomnieuse contre M. Alou-Mekani. Et là, je compte prochainement, par l'intermédiaire de mon avocat, de déposer une plainte contre Canal Plus pour la diffusion de ce film où il y a mon nom et mon image, alors que je suis dans cette histoire, que je sache auprès de la justice, entendu en tant que témoin, pas autre chose. Voilà. Adouani Hamouda Ben Hassan, condamné à perpétuité pour l'attentat de l'Istoril, a été gracié et se trouve actuellement, selon nos informations, en Tunisie. Madame Lidon Daoud, épouse de son avocat, était la confidente du terroriste tunisien et l'a aidé dans sa volonté, dès 1995, de reconstruire sa vie et sa personnalité. Je pense que tout homme a le droit de trouver quelqu'un à un moment dans sa vie pour l'aider à faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant dans sa vie. Et ça, je suis vraiment sûre de moi en disant qu'Adouani n'était plus le même homme. C'était un homme qui avait même une richesse intérieure en 97, 98 quand il écrivait, même dès 95, puisque à ce moment-là, il avait commencé à étudier l'astrologie, il commençait à être, il parlait de tolérance, de mieux comprendre les autres. Il me disait même, déjà à cette époque-là, que jusqu'à maintenant, il n'avait jamais écouté les autres. Il n'écoutait pas les conseils des autres, il n'était pas à l'écoute du tout. Et que maintenant, il sentait qu'il se posait et qu'il devenait quelqu'un qui devenait tolérant, moins arrogant, moins terroriste, quoi, en fait. Est-ce que vous pensez, vous, réellement, qu'il est capable de faire un acte pareil, qu'il peut assassiner cet homme, et compte tenu de ce que vous venez de nous raconter? Moi, bon, c'était vrai que c'était un terroriste, c'est quelqu'un qui a tué, déjà. Il a tué par idéalisme. Il était idéaliste, il a cru à la cause palestinienne, il y croyait toujours. Et à un moment, il était jeune, par idéalisme, il s'est laissé prendre dans un réseau dans le front palestinien, il a fait la guerre et il est devenu terroriste. C'est un fait, il a tué des gens par le biais du terrorisme. Maintenant, dire que c'est un criminel dans l'âme, que c'est un barbare, sanguinaire et qui doit tuer à tout prix et qu'on peut faire tuer à tout prix, ça non, c'est pas vrai. Parce que déjà, c'était très lourd pour lui à porter ce qu'il avait fait. Il s'en est même, il ne se passait pas une semaine sans que dans ses écrits, il me le rappelle qu'il regrettait beaucoup, que ce qu'il avait fait, c'était quelque chose de très lourd à porter, qu'il regrettait amèrement non pas son attachement à la cause palestinienne, mais par contre d'avoir tué des victimes innocentes. Ça vraiment, c'était très très lourd pour lui à porter. Mais ce n'est pas un brigand, un homme de faits divers ou un criminel qui va tuer n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Et dès 1995, déjà, il avait commencé la démarche. L'autre personne incriminée est un terroriste notoirement connu et condamné par contumace à la prison à vie par les justices djiboutiennes et françaises pour l'attentat du Café de Paris en 1990. Awale Guelleh, actuellement en fuite, était incarcéré en 1995 à la prison des Gabotes dans des conditions draconiennes et ne pouvait donc profiter d'aucune dérogation de sortie.